Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous demanderons dans un instant comment investir dans les bijoux, si tant est que l'on puisse qualifier l'achat de bijoux comme un investissement. Nous en parlerons dans un instant avec Philippine Dupré-Latour, directeur général expert au sein du département bijoux et perles fines de la maison Agut. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la préparation de sa retraite, à la constitution d'une épargne retraite. Nous nous demanderons quelles sont les solutions qui existent et nous en profiterons pour faire un focus sur le PER entreprise cette fois-ci. Nous en parlerons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, mais aussi avec Catherine Pays-Lonic, directrice générale d'Epsens. Et puis enfin, dans l'œil du CGP, la troisième partie de l'émission, nous redécouvrirons la possibilité de protéger une personne de son entourage avec un mandat de protection future avec Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion. Nous allons passer en revue les dynamiques à l'œuvre dans le secteur, dans le monde de la bijouterie, avec évidemment un point de vue investisseur ou investisseuse quand même sur le sujet. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippine Dupré-Latour. Bonjour Philippine Dupré-Latour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes donc directeur général de la maison Agut, mais également expert département bijoux et perles fines. Nous passons régulièrement en revue des actifs qui sont à mi-chemin entre la collection et l'investissement, avec toujours cette même question, peut-on diversifier une partie de son patrimoine avec des acquisitions passion, mais qui ensuite peuvent constituer un investissement? Déjà, est-ce qu'on peut considérer que certains bijoux peuvent donner lieu à des investissements, Philippine Dupré-Latour? Alors, le bijou, effectivement, acheter un bijou peut être abordé de différentes façons. Au lieu de parler d'investissement, moi je parlerais peut-être plutôt de placement et de collection. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont ce qu'on ressent face au bijou. Avant tout, c'est une démarche qui est très liée avec le plaisir. Pourquoi investir dans le bijou ? Il peut y avoir différentes raisons, bien sûr, qu'on développera peut-être tout à l'heure, mais avant tout, il y aura cette part de plaisir. Alors, est-ce que ça va être par rapport à la matière en elle-même, les pierres qui composent cette pièce-là, cet actif, oui, bien sûr, oui. Ou alors ce qu'il représente dans l'histoire de la joaillerie. D'accord. Effectivement, je pense qu'on prend de plus en plus conscience de la part que ça représente dans le patrimoine français. La joaillerie française est sur le marché international, enfin pour tout le monde, regarder et nous est envié. On a vraiment la chance d'avoir en France un savoir-faire. Oui. Voilà, le savoir-faire a rejoint le savoir-vivre, l'élégance et le luxe à la française. Et donc, entre autres, au début du XXe siècle, de grandes maisons de joaillerie très connues, celles qu'on connaît de la place Vendôme, mais beaucoup d'autres, ont pu s'ouvrir au monde et nous ont été... Un mot pour ceux qui voudraient se lancer dans l'acquisition d'un bijou. Alors, plus d'un point de vue placement, hein, comme vous le disiez, qu'est-ce qu'il faut regarder absolument? Est-ce que c'est la matière qui va définir la valeur d'un bijou? Alors, il y a beaucoup de domaines, c'est difficile Bien sûr, c'est ce que vous pouvez acheter en bijoux anciens ou en bijoux de collection, c'est très varié. Et effectivement, il va y avoir... et puis, il y a un marché qui est différent. Par exemple, pour les perles fines, qui n'est pas le même marché pour les diamants, qui n'est pas le même marché pour les pierres de couleur, qui va être différent également des bijoux anciens ou des bijoux signés. Donc ça, ce sont des marchés différents. Pour certaines pièces, ça va être le savoir-faire. Pour d'autres, ça va être les pierres qui les composent. Pour d'autres, ce qu'ils représentent dans l'histoire de la joaillerie. D'accord. Voilà, il y a différentes façons d'aborder ça. Et
Quand on parle d'histoire de la joaillerie, pardon, on parle de quoi, comme des courants artistiques finalement, mais propres à l'histoire de la joaillerie, c'est oui, ça? parce qu'en fait, la joaillerie a évolué avec le temps par rapport aux modes. Et au courant, mais aussi par rapport, très souvent, on va se rendre compte que c'est lié aussi aux événements politiques, au contexte. Et voilà, tout au long, entre autres au long du XXe siècle, pour prendre qu'une période, le bijou 1920 est très différent du bijou des années 40-45. Et voilà, ça va suivre en fait l'histoire d'une société. D'accord. Ouais. Et alors, si je reviens sur ma question de ce qu'il faut regarder, donc effectivement, il y a plusieurs marchés. Voilà. Donc, mais en fait, il peut y avoir ce marché-là sur le côté historique, mais aussi sur les pierres. D'accord. Donc là, ce serait difficile de vous faire un cours de gémologie Bien sûr. ici. Mais ça veut dire qu'on peut acheter un bijou uniquement pour la pierre qui... Alors, on peut acheter un bijou uniquement pour la pierre. C'est très souvent les pièces les plus importantes en termes de valeur vont souvent être celles-là. Mais pas que, voilà. Donc, il peut y avoir des bijoux de valeur importante sans pierre importante. Voilà, ce qui n'est pas forcément ce à quoi on va penser en premier. Quand on veut acheter un bijou, alors toujours en matière effectivement de placement, on se tourne forcément vers une maison de vente aux enchères et c'est là où on voit effectivement peut-être des collectionneurs s'arracher certains bijoux pour une pierre ou un morceau d'histoire. En fait, la magie de la maison de vente aux enchères, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses très différentes. Qui peuvent répondre à vos goûts, à vos envies. Vous allez avoir des experts qui sont là pour vous renseigner, pour vous apprendre et vous partager ce qu'ils connaissent sur le bien. C'est des métiers la plupart des personnes qui travaillent en maison de vente aux enchères, ce sont des passionnés. Donc, on est ravis de pouvoir transmettre tout ce qu'on sait sur un bijou, faire comprendre à l'acquéreur l'intérêt, ce qui fait sa valeur, parce qu'effectivement, c'est pas de premier abord évident quand on n'est pas informé là-dessus. Une question, parce qu'on a quand même l'impression, quand on parle de métaux précieux ou de pierres précieuses, que les valeurs sont plutôt stables et quand elles évoluent plutôt à la hausse, surtout quand on parle même de métaux précieux physiques. Est-ce qu'un bijou peut perdre de la valeur? Alors, effectivement, il y a un côté assez sûr dans ce placement, assez stable. Et effectivement, quand on voit que beaucoup de marchés sont en difficulté, en général, le secteur du bijou reste très stable, voire quelquefois avec des effets inverses et va augmenter. Perdre de la valeur, il peut y avoir des modes, en fait. Voilà, les bijoux, par exemple, Art Nouveau, en ce moment, sont un petit peu moins regardés par les collectionneurs que la période Art déco. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui, à court terme, on observe, mais à moyen et long terme, à partir du moment où on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que l'intérêt d'un bijou et ce qui fait sa valeur, ça va en grande partie être par rapport à la qualité. Donc à partir du moment où vous achetez effectivement une pièce qui a une qualité soit sur sa pierre, soit sur la fabrication, soit des choses avec un vrai savoir-faire, vous n'avez pas tellement de risques. Dernière question, est-ce que la signature, comme par exemple pour un tableau, joue sur la valeur ou la qualité du bijou? Alors la signature joue beaucoup. Il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que sur les bijoux anciens, c'est un phénomène assez récent, la signature dans l'histoire du bijou. D'accord. Donc les bijoux anciens n'étaient quasiment jamais ou que très très rarement signés. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup répandu au XXe siècle. Voilà. Donc sur les bijoux anciens, déjà, on a rarement des signatures. Quelquefois, on va réussir à authentifier par rapport à des poinçons. Voilà. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se rattache à la signature? C'est parce que derrière, il y a une qualité, il y a un courant, il y a un style. D'accord. Voilà, donc c'est sur ces pièces-là de cette époque-là, oui, c'est très important. C'est important aussi parce que le marché maintenant, il est très international. Donc pour des acheteurs qui sont à l'autre bout du monde, qui ne peuvent pas forcément voir la pièce, mais qui veulent, parce que le monde entier veut des bijoux français, le fait que ce soit signé, c'est pour eux un gage de qualité qui est un peu rassurant. Donc oui, la signature est importante. Merci beaucoup Philippine Dupré-Latour de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Maison Agut, mais aussi expert au sein du département bijoux et perles fines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons avec Enjeux patrimoine. Nous allons continuer à explorer ensemble les différentes façons de préparer sa retraite, ou en tout cas les différentes questions à se poser pour préparer sa retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Catherine Peillonic. Tout d'abord, bonjour Catherine Peillonic. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Epsens et dans un instant ensemble, nous ferons un focus sur le PER entreprise, puisqu'on parle souvent du PER dans cette émission, mais au global, du PER individuel aussi. Mais nous allons faire un focus aujourd'hui sur ce PER entreprise avant de parler d'autres manières de préparer sa retraite avec vous. Mais juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également Sonia Elmlinger. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de Social Care Consulting. On va commencer avec vous, Sonia Elmlinger. Le sujet de la préparation à la retraite est revenu sur le devant de la scène depuis la réforme des retraites qui a beaucoup fait parler, si on peut le dire ainsi, en France, et qui aura au moins eu pour mérite de questionner un petit peu tout le monde sur la manière dont ils ou elles préparaient leur retraite. Est-ce que vous constatez aujourd'hui que c'est un sujet qui est peut-être plus traité qu'il y a quelques années en lien avec la réforme ? Oui, tout à fait. Il y a eu tellement de communication. Il y a eu aussi plein d'événements au niveau de la réforme des retraites. Donc, ça a favorisé le questionnement des clients en se disant, bien sûr. Moi j'ai 40, 50, qu'est-ce que je vais avoir à la retraite? Donc forcément on a eu vraiment beaucoup de questionnements et puis après il y a la réforme, il y a eu un allongement de la durée de cotisation, il y a eu aussi le passage de 62 à 64, donc les personnes souhaitent savoir combien ils vont avoir à la retraite, est-ce que leur carrière, si elle a été coupée, est-ce qu'ils vont avoir des décotes ou est-ce qu'il va falloir par la suite faire des cumuls emploi-retraite. Enfin, il y a beaucoup de questionnements. Oui, et puis alors sans revenir sur le côté politique, comme il y a eu beaucoup de choses annoncées sur lesquelles on est revenu ou autre, il est peut-être parfois un petit peu difficile de se positionner sur comment concrètement je vais pouvoir organiser ma retraite. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait un bilan, on regarde un petit peu à date les années durant lesquelles on a travaillé, ce en quoi on peut avoir droit en compensation. Et ce que dit la loi à l'heure actuelle, même si ça peut évoluer dans les années qui viennent? Oui. Alors, l'idéal, c'est de faire un bilan, une étude retraite. D'accord. Donc d'abord, on va vérifier toute la carrière en globalité, voir s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, les corriger le plus vite possible. Parce que c'est assez compliqué malgré tout. Si vous avez travaillé à l'étranger, qu'il faut aller récupérer des trimestres ou même aller faire de la spéléologie dans votre cave pour retrouver des documents. Les stages, les alternances. Les stages, le service militaire. Les erreurs, ce seraient des erreurs au niveau de ce qui est enregistré déjà au niveau des caisses de retraite. D'accord. Donc d'abord, on fait la vérification. Après, on fait éventuellement le recalcul. On va calculer la date de départ à la retraite en l'optimisant au maximum. Si vous partez à 63, 64, 65, 66, 67 à taux plein, quel sera le montant de votre retraite? Et ensuite, on va essayer de trouver des solutions pour optimiser. Donc ça peut être des solutions type rachat de trimestre ou effectivement, ça sera peut-être intéressant de faire du cumul emploi-retraite. Vous avez travaillé 5 ans au Brésil, il va falloir aller récupérer parce qu'il y a une convention entre le Brésil et la France, donc vous allez pouvoir reprendre ces trimestres et donc faire une carrière complète, même si les cotisations ne seront pas évidemment prises en compte, puisque ça a été cotisé au Brésil. Mais en tous les cas, on pourra rajouter des trimestres. Et puis ensuite, ça peut être également de la retraite complémentaire, comme les PER, l'assurance vie, l'immobilier, parce qu'on va s'apercevoir que ça va être une peau de chagrin. Justement, avant de faire un focus peut-être sur le PER entreprise, il y a beaucoup de mauvaises surprises quand on fait le bilan de sa retraite, de personnes qui anticipaient peut-être avoir un meilleur niveau de vie à la retraite et qui se rendent compte que va falloir compenser quelque part. Toujours. Toujours, à 100%. D'accord, oui. Okay. Les gens surestiment ce qu'ils pensent avoir parce qu'effectivement, les dernières années, ils ont plutôt bien cotisé et ils pensent, là j'étais encore vendredi avec un avocat, il me disait mais j'ai regardé mon relevé, je vais avoir même pas 3 000 €. Donc il était complètement paniqué. Et on a une idée de la proportion entre, sur une base 100 de ce qu'on a réellement à la retraite? Autour de 30%. 30% de son revenu, de son dernier revenu, c'est son revenu à la retraite. Dans les bons cas. Vaut mieux donc cotiser sur un PER entreprise, Catherine Peillonic. Tout à fait. Vous ne croyez pas si bien dire. Alors, le PER, on en parle beaucoup. Ça fait 4 ans qu'il existe, depuis la loi Pacte, si je ne dis pas de bêtises. Il permet
Il est assez similaire à un contrat d'assurance vie, même s'il n'est pas tout à fait pareil. La loi Pacte a permis... Alors, il existait avant, bien sûr, en tout cas, les solutions existaient avant, mais la grande nouveauté, par exemple, du PER a été la possibilité de sortir en rente ou en capital. On parle beaucoup dans cette émission du PER individuel, mais il existe également un PER entreprise. Alors, expliquez-nous quelle est sa différence à ce PER entreprise. Alors, le PER collectif, comme son nom l'indique, ce sont les salariés qui en bénéficient, donc pas tous les Français, hein, encore faut-il être salarié et être dans une entreprise qui a mis en place des dispositifs d'épargne salariale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la plupart des grands groupes, de ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire et même les grosses PME ont quasiment toutes des dispositifs d'épargne salariale. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que nous attendons incessamment sous peu la promulgation de la fameuse loi dite de partage de la valeur, bien sûr, oui. Qui fera en sorte que, et là je résume extrêmement de façon très, très forte le propos, qui fera en sorte que les entreprises de 10 à 50 salariés soient dotées d'au moins l'un des 4 dispositifs, qui est soit une prime de partage de la valeur, ce qu'on appelle la PPV, soit d'une participation, soit d'un intéressement, soit d'un abondement. D'accord. Donc l'un de ces 4 dispositifs sera obligatoire pour ces entreprises de 10 à 50 salariés. Ce qui fait que le but, c'est d'embarquer ces entreprises, puisqu'il faut savoir qu'on est à moins de 20% d'entreprises de moins de 50 salariés, au moins un dispositif d'épargne salariale, y compris la retraite. Alors effectivement, je vous corrige, ce n'est pas la loi Pacte qui a mis en place le PER, le PER collectif, donc pour la retraite, ça existait déjà. En gros, l'épargne salariale, c'est un plan d'épargne d'entreprise avec des tas de possibilités de déblocage en fonction de vos... à la fois accident, mais aussi choses heureuses de la vie. Bien sûr, le mariage, mais aussi le divorce, la naissance du 3e enfant, etc. etc. Le PERCO, ça avait la vocation de vous accompagner jusqu'à la retraite et de ne pas pouvoir être débloqué avant la retraite. Avec la loi Pacte, vous avez eu 2 choses principales qui ont été mises en place avec le PERCOL, bien sûr, PER collectif. C'est premièrement... Ce que j'appelle moi PER entreprise, mais c'est le PER collectif, voilà, d'accord, oui. Voilà. Donc, il plaît beaucoup, puisque vous avez 140 000 entreprises qui, aujourd'hui, en sont dotées, sur 340 000 qui ont un dispositif d'épargne salariale. Donc, le PER collectif, c'est soit une transformation d'un PERCO précédent, soit la mise en place ex nihilo d'un PERCOL. Et donc, la différence par rapport au PERCO, c'est un déblocage pour un achat de résidence principale, qui n'était pas prévu jusque-là. Ouais. Donc, vous pouvez débloquer sans attendre la retraite avec le PERCOL. Et vous avez aussi une possibilité, dont on voit qu'elle est quand même pas mal utilisée par les gens, évidemment, qui sont imposés, de faire des versements volontaires, déductibles, à hauteur d'un certain niveau de votre revenu net imposable, un niveau, somme toute, assez significatif. Et alors justement, rentrons sur ce sujet, parce que l'heure tourne, il y a la stratégie et la gestion de son PER collectif. Oui. Alors effectivement, il y a des versements qui sont effectués par l'entreprise. Oui. Et ensuite, on peut prendre la main quelque part sur prendre la main quelque part tout le temps. Vous pouvez faire vos versements volontaires, soit dans un but de déductibilité, soit tout simplement parce que vous souhaitez économiser pour votre retraite. Vous avez un abondement qui, le plus souvent, est fait par l'entreprise. Donc l'abondement, c'est une somme donnée, quelque part par l'entreprise. L'intéressement, la participation peuvent aller sur un PERCO si l'entreprise a mis en place ce PER collectif. Donc vous pouvez avoir un PE, mais de plus en plus, vous avez des entreprises qui ont aussi le PERCO, parce que la préoccupation de la retraite, comme disait Sonia, elle est juste maintenant, très, 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 très étendue. Et donc on a tout intérêt à utiliser cet outil quand l'entreprise le met à disposition. Absolument. Et vous avez aussi tous ces jours de congé que vous n'avez pas le temps de prendre parce que vous êtes sans arrêt à faire des interviews. Eh bien, ces jours de congé, dans le PER collectif. Alors pas tout, vous n'avez pas le droit de toucher, à vos 4 semaines de jours de congés payés légaux, mais vous pouvez mettre la 5e semaine et ou des jours de RTT ou des jours autres dont vous pouvez bénéficier. D'accord. Et donc, ce sont des jours épargnés et sur lesquels vous n'allez pas payer d'impôts. Donc, plutôt que de monétiser ces jours-là ou de les perdre, tout simplement, si votre entreprise a un compte épargne-temps, vous pouvez passer tous les ans 10 jours de ce compte épargne-temps sur votre PER collectif. C'est intéressant parce que moi j'avais plus des questions sur ensuite les choix d'investissement au sein d'un PER collectif, mais en fait c'est même pas le sujet. Le sujet c'est déjà comment utiliser l'outil. Sur le choix d'investissement, n'allez pas, s'il vous plaît, vous êtes sur du long.
évitons, je pense, quand même le monétaire. Le monétaire, sauf si vous voulez effectivement acheter votre résidence principale, ou là... Vous avez prévu de sortir avant, il vaut mieux être effectivement très très prudent. Si vous envisagez de placer à 40 ans pour un horizon de 20 ans, les marchés financiers, on le voit, quand bien même il peut y avoir des vicissitudes, des aléas, sur le long terme, il vaut mieux placer sur des actifs un peu plus risqués. Bon, je retiens tout de même deux choses. Un, faites un bilan retraite, mieux vaut avoir la mauvaise surprise le plus tôt possible. Et ensuite, ne sous-estimez pas l'importance d'un outil comme le PER collectif. Merci beaucoup Catherine Peylenic, directrice générale d'Epsens. Merci également Sonia Hemlinger, directrice générale de Social Care Consulting. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir, dans l'œil du CGP, nous vous proposons de revisionner l'interview de Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire, qui était sur notre plateau pour nous présenter le mandat de protection future. Regardez. Alors, le mandat de protection future, c'est le contrat par lequel vous allez désigner la personne, le mandataire, qui s'occupera de vos intérêts, de votre patrimoine, d'où peut-être l'œil du CGP, mais pas uniquement de votre patrimoine, également de votre vie, si vous n'êtes plus en état de pourvoir à vos besoins et d'exprimer votre volonté. Donc c'est la personne qui, entre guillemets, si jamais il y a une mise sous tutelle, par exemple, qui va devenir votre tuteur. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le plus simple, je crois que vous avez parlé de pédagogie dans votre introduction. Oui. Si vous le permettez, je vais vous prendre comme exemple. Vous êtes jeune, vous êtes bien portant, vous avez peut-être des enfants, peut-être un mineur, peut-être un enfant handicapé, peut-être un enfant malade, ou peut-être même déjà un enfant majeur dont vous assurez la charge matérielle ou affective. D'accord. Eh bien, mon conseil, ça va être que vous souscriviez 2 mandats de protection future. Un pour vous-même et un pour autrui, votre enfant. D'accord. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté, soit parce que vous prenez de l'âge, soit parce que vous tombez en scooter en venant en studio. Bien sûr, un accident de la vie, oui, bien sûr. Ça peut tout à fait arriver. Eh bien, votre mandataire exprimera votre volonté suivant le mandat que vous avez émis. C'est-à-dire que vous allez définir dans le mandat un maximum de points sur lesquels il pourra agir à votre place ou à vos côtés pour que votre volonté soit respectée. Il s'agit de protéger votre vie, mais aussi votre patrimoine. Ça, c'est dans le cas d'un contrat qui concerne la personne qui l'a signé, mais ça peut aussi marcher pour autrui si jamais on est soi-même tuteur de quelqu'un, c'est ça? Même si vous n'êtes pas tuteur, vous êtes le parent d'un enfant qui ne sera pas en état d'exprimer sa volonté. Vous savez dès aujourd'hui que votre enfant ne sera pas en état d'exprimer sa volonté quand il sera majeur. Eh bien, vous dites, si moi je ne peux plus prendre soin de lui, si moi je ne peux plus gérer son patrimoine, je demande que ce soit un tel ou un tel qui le fasse. Et l'intérêt, c'est que plus vous aurez mis d'options et de direction dans votre mandat, plus votre volonté sera respectée. Il se déclenche très simplement. Vous avez un accident où vous devenez âgé. La personne que vous avez désignée pour être le mandataire fait constater votre état par un médecin. Et le mandat prend ses effets tout de suite. Donc il y a quand même une visite médicale qui détermine qu'on n'est plus en mesure de prendre les décisions de manière éclairée, c'est ça? Tout à fait. Pour autant, vous ne perdez pas votre capacité juridique. Vous pouvez simplement avoir une incapacité partielle, ou alors vous avez votre volonté mais vous n'arrivez pas clairement à l'exprimer, eh bien le juge, pas le juge, justement le médecin, c'est ça qui est plus simple, le médecin va décider que votre mandataire pourra agir à votre place. Que se passe-t-il? Alors je prends le pire des scénarios, si jamais je ne suis pas d'accord avec le ou la décision prise par le ou la mandataire. Alors le mandataire a évidemment fait l'objet d'un contrôle. Si le mandat a été donné par acte authentique, par acte notarié, le contrôle se fait annuellement par le notaire. Nous nous assurons de la bonne gestion, un compte de gestion avec les dépenses et les recettes. Nous nous assurons que la réglementation est respectée. Votre mandataire ne peut pas vendre votre résidence principale, il ne peut pas vendre les meubles qui sont dedans, il ne peut pas se porter acquéreur de biens que vous vendriez. Et donc, nous nous assurons de ça. Si ça n'est pas le cas, nous saisissons le tribunal pour que sa responsabilité soit engagée. Vous mentionnez notamment les directions qu'on peut mettre dans un contrat comme celui-là, ou les options. Ça veut dire qu'on peut encadrer le champ des possibles qui sera ensuite laissé au mandataire? Exactement. Si vous faites un mandat sous seing privé, vous pouvez agir de manière à ce que votre mandataire puisse faire des actes d'administration ou de gestion, qui pourra vendre une petite partie de votre patrimoine, mais très simplement pour subvenir à vos besoins. Si vous faites un acte authentique, il pourra faire des actes de disposition plus larges, sauf la résidence principale et les résidences secondaires. Mais on peut dire, par exemple, qu'il pourra arbitrer vos assurances vie pour que vous puissiez avoir les moyens de rester dans votre domicile.
Est-ce que c'est différent d'une mise sous tutelle ou curatelle, comme j'en donnais l'exemple tout à l'heure? Alors oui. D'abord c'est plus rapide, parce que c'est simplement une décision médicale. C'est plus léger, puisque vous ne perdez pas, vous, votre capacité juridique. Et si, après votre accident de moto ou malgré votre âge, vous retrouvez la capacité de vous exprimer, eh bien, le mandat prendra fin automatiquement. Voilà, donc c'était Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire, qui nous présentait le mandat de protection future. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.